Alors l'électricité, c'est un vecteur de décarbonation. Voilà. L'électricité, c'est un vecteur de décarbonation. Mais on ne pourra pas tout électrifier. Et donc aujourd'hui, donc les hydrocarbures, c'est à peu près 60% du mix énergétique de l'Île-de-France. Le gaz, le pétrole. Donc, est-ce qu'on pourra les remplacer en 2050? Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre à la place dans nos voitures, dans nos usines, dans nos avions, dans tout, enfin dans les poids lourds, enfin les voitures à la limite on pourra les électrifier, mais les gros poids lourds, les avions, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre à la place? Alors, Cécile Barrère-Tricade, donc vous êtes directrice générale adjointe en charge de la recherche et de l'innovation à l'IFP Énergie Nouvelle. Vous êtes spécialiste justement des carburants durables. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui existe déjà et qu'est-ce qui existera en 2050? Avec quoi on va fabriquer nos carburants et puis à quel prix? Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation. Alors, juste pour démarrer, je vais quand même vous expliquer ce qu'est IFP Énergie Nouvelle, parce que je pense que certains d'entre vous ne connaissent pas. On est moins connus que les autres acteurs ici présents. Donc, IFP Énergie Nouvelle, nous sommes un institut national de recherche et innovation. Ce qu'on appelle un EPIC, un établissement public industriel et commercial. Donc nous sommes également un groupe industriel qui a vocation à finalement industrialiser les solutions innovantes qu'on développe dans nos laboratoires. Donc ce groupe, il est constitué de filiales et de participation dans des jeunes entreprises innovantes de la transition énergétique et écologique. Et enfin, on est également un centre de formation pour ingénieurs, donc qui forme 600 ingénieurs par an. Et donc, vous êtes basé à Rueil-Malmaison, voilà, tout à fait. Où se trouve Patrick Ollier, président de la métropole du Grand Paris. Donc on a deux sites, un site en région parisienne avec à peu près 800 personnes et un site en région lyonnaise. Donc en tout, c'est à peu près 1500 collaborateurs, dont 1100 chercheurs. Donc notre mission, c'est vraiment d'innover pour un monde décarboné et durable. Et on a deux grands piliers. D'une part, on développe donc des solutions pour l'industrie. C'est vraiment ça notre ADN, aller du concept jusqu'à l'industrie pour que ce soit réellement utilisé par l'industrie. Et puis le deuxième point, c'est un rôle de tiers de confiance. On est quand même public. Rôle de tiers de confiance pour les pouvoirs publics, pour les accompagner dans des réflexions sur les filières industrielles. Et on le fait au travers d'analyses technico-économiques et analyse de cycle de vie, analyse environnementale qui nous permettent de positionner les technologies, les filières les unes par rapport aux autres, en ayant vraiment une neutralité technologique ancrée et fortement dans notre ADN, parce que toutes les solutions seront nécessaires pour la transition énergétique. Alors les carburants sans pétrole. Alors les carburants sans pétrole. On en est où? Alors j'ai peut-être une slide qui vous permettra. Ah, je sais pas. Non, c'est peut-être dans l'autre sens. Voilà. Bon, c'est pas grave. Alors juste pour revenir sur. Oui. Encore après. Après, voilà. Parce que IFPEN, on est impliqué sur les carburants durables depuis les années 1980. Juste pour vous dire, après le choc pétrolier, il y a eu le plan Carburol. On a travaillé sur le développement de carburants durables dès cette époque. Et puis ensuite, dans les années 90, il y a eu les premières technologies, les premières unités de biodiesel, ce qu'on appelle les esters méthyliques d'huile végétale. Puis ensuite, il y a eu un gros travail qui a été fait entre les années 2010 et 2020 pour développer ce qu'on appelle des carburants avancés ou carburants de deuxième génération, c'est-à-dire des carburants qui ne sont pas en concurrence avec les ressources alimentaires, mais qui sont produits à partir de déchets de l'agriculture, de déchets des forêts ou de cultures dédiées, mais qui en tout cas ont un impact environnemental beaucoup plus faible que les carburants fossiles, évidemment. Et vous voyez sur ces différentes voies que je vais très rapidement vous décrire, un gain en gaz à effet de serre qui va de moins 85% par rapport à la référence fossile jusqu'à moins 95% pour les carburants de synthèse. Donc, il faut savoir que les technologies, elles existent aujourd'hui. Elles ont été développées entre les années 2000 et les années 2020.
notamment au travers de gros projets nationaux fortement soutenus par les pouvoirs publics, que ce soit pour produire de l'éthanol avancé, hein, c'est ce qui est en rose ici, dans le cadre du projet Futurol, ou alors de produire du gazole ou du kérosène avancé, hein, c'est plutôt la partie en jaune ici, voire en vert, et qui permettent d'avoir des technologies qui sont réellement aujourd'hui au point avec pour les technologies à partir d'huile végétale, il y a déjà des unités. La première, c'est la MED chez Total Energy, voilà, production de gazole à partir d'huile végétale usagée, graisse animale. Et puis demain, on vise de pouvoir produire sur le territoire national de l'éthanol avancé qui permettra d'aller jusqu'au kérosène et également au travers d'autres technologies par d'autres voies du kérosène également à partir de déchets végétaux. Donc ça existe déjà, on peut déjà avoir du kérosène, enfin on en parlera tout à l'heure avec Aéroport de Paris, mais on peut déjà avoir du kérosène qui ne contient plus... Alors uniquement par la première voie pour le moment, hein, la seule voie qui est réellement industrielle aujourd'hui, c'est la production, si vous parlez plus particulièrement de carburant d'aviation durable, c'est la seule voie qui aujourd'hui est vraiment disponible et qui est incorporée dans les carburants d'aviation durable. Ce qu'on vise demain, c'est de pouvoir produire par les autres voies du carburant d'aviation durable. Et là, il y a des projets industriels en France, notamment à Pau, mais également des projets dans d'autres régions de France, à Saint-Nazaire notamment, pour pouvoir produire des carburants avancés ou des carburants de synthèse. Et il y a eu la semaine dernière, enfin le 23 avril, l'annonce par le gouvernement de soutien à des projets industriels qui sont en phase d'étude à ce stade, mais qui devraient être en capacité, si tout se passe bien, de produire du carburant d'aviation durable à horizon 2027 pour certains, 2029, 2030 pour d'autres projets. Et donc en 2050, les carburants d'aviation durable, ils sont produits avec quoi ? Alors en 2050, oui. Alors les carburants d'aviation durable en 2050, ils seront produits soit à partir de ressources biomasse, c'est-à-dire des déchets de l'agriculture et des forêts, ou des huiles végétales usagées ou des graisses animales, soit à partir de ce qu'on appelle les carburants de synthèse, à partir de CO2 qui aura été récupéré. Alors 2050, ça sera du CO2 biogénique ou du CO2 récupéré dans l'atmosphère et de l'hydrogène. On combinera le CO2 et l'hydrogène bas carbone pour pouvoir produire des carburants de synthèse. Alors, ça sera un mix entre les deux, biocarburants, e-biocarburants ou e-carburants. Et alors, des réglementations ambitieuses au niveau le CO2 biogénique, vous pouvez nous dire ce que c'est ? Alors, le CO2 biogénique, c'est le CO2 qui... vous voyez, sur ces différentes filières, il y a en fait la biomasse, c'est du carbone, hein, de l'oxygène, et du coup, dans le processus de production de carburant durable, on va avoir de l'émission de CO2, et c'est du CO2 biogénique puisqu'il est issu de la biomasse, et donc s'il est récupéré et combiné à l'hydrogène, pourra conduire à de la production de carburant. Ça peut être aussi du CO2 récupéré sur de la production d'énergie à partir de biomasse, par exemple. Donc on n'aura plus le droit en 2050 d'utiliser le CO2 issu des industries qui émettent du CO2, hein, c'est ce que vous dites. Jusqu'à 2040, les réglementations européennes pour le moment prévoient que jusqu'en 2040, on pourrait utiliser du CO2 fossile récupéré sur les sites industriels, mais à partir de 2041, il faudra impérativement que ce CO2, dans l'état actuel des réglementations, soit issu soit de biomasse, soit directement récupéré dans l'atmosphère par des technologies de direct air capture. D'accord. Donc là, on a on a une vision un petit peu technologique, hein. La vision économique, hein. En 2050, ils coûteront cher ces carburants ? Alors, je ne peux pas vous dire en 2050 combien ils coûteront. Je peux vous dire aujourd'hui combien ils coûtent. Enfin, en tout cas, les premières unités industrielles qui verront le jour, voilà, à quel coût est estimée la production de ces carburants. Donc, il faut savoir que si on prend le cas de l'aviation, un kérosène aujourd'hui, c'est à peu près 700-800 euros par tonne. Il faut multiplier par 2 pour pouvoir avoir du carburant issu, voilà, la première voie, hein, à partir d'huile végétale. Alors ça change tout, il faut relativiser
Alors, il faut relativiser parce qu'aujourd'hui, dans un carburant d'aviation, c'est à peu près un quart un billet d'avion, pardon, c'est à peu près un quart du coût qui vient du carburant. Et aujourd'hui, les réglementations, elles imposent en 2025 2% d'incorporation carburant durable. Donc voilà, ça permet de voir à peu près le surcoût que fait payer effectivement la compagnie aérienne. Et après 2030, c'est 6% d'incorporation. 2050, on est à 70% d'incorporation. Voilà. Et donc si je vous dis là, c'est x2. Si on est sur les voies jaunes, roses, très simplement, je vais dire x4, mais il y a bien sûr des petites subtilités. Par contre, si on va sur les e-carburants, carburant de synthèse, là, on est plutôt sur du x10 aujourd'hui. Mais la bonne nouvelle, c'est que les premières unités industrielles devraient voir le jour. Et à partir de là, la recherche-innovation continue pour améliorer, pour réduire les coûts et pour petit à petit optimiser ces procédés pour conduire à une réduction significative des coûts. Mais il ne faut pas rêver. La transition, elle a un coût. Et ce coût, même si on le réduit, il reste là. Mais la question qu'il faut se poser, c'est ne rien faire à encore plus de coûts. Et je pense qu'à peu près horizon 2100, il est envisagé que si on ne fait rien, c'est 60%, un impact de 60% sur le PIB. Et donc le coût de l'inaction, il sera beaucoup plus important que le coût de l'action. Voilà. Merci Cécile. Je vais passer la parole à une autre Cécile, Cécile Velasco. Donc vous êtes déléguée régionale de GRDF dans la partie est de l'Île-de-France. La partie est de l'Île-de-France, ça tombe bien, c'est celle qui produit actuellement la quasi-totalité du biométhane francilien. Enfin, je dis la quasi-totalité, mais ça doit être 98%. Enfin, vous allez me dire ça. Donc, le gaz, c'est un autre. Pour l'instant, c'est du gaz naturel majoritairement. Le gaz, on en aura toujours besoin en 2050. On peut vraiment pas s'en passer. Non, je crois qu'on l'a déjà dit en filigrane dans la table ronde précédente. Puisqu'en fait, bien sûr, on a besoin d'augmenter l'électrification. Néanmoins, les chiffres le montrent, on aura toujours de la place pour le gaz. Tous les scénarios des différents acteurs énergéticiens conservent une place non négligeable pour le gaz. Et donc du coup, l'important c'est de pouvoir le verdir, ce gaz. Le gaz aujourd'hui en Île-de-France, c'est quoi? Vous pouvez nous donner quelques petits chiffres Aujourd'hui en Île-de-France, c'est 61 sites de méthanisation. Non, l'usage du gaz en Île-de-France. Ah pardon, excusez-moi. L'usage du gaz, c'est 40% de la chaleur, c'est une maison sur 3 qui est chauffée au gaz, un appartement sur 2, et c'est environ 50% de la superficie tertiaire qui est chauffée au gaz. Et donc aujourd'hui, bien évidemment, la production de gaz vert par rapport à ce qui est consommé est encore peu importante. Néanmoins, ça augmente et c'est non négligeable, puisqu'aujourd'hui on a 61 sites qui produisent du biométhane. C'est l'équivalent de 1,2 TWh. L'équivalent de 5000 bus qui roulent au bio-GNV, de 310 000 logements chauffés au gaz. Et je peux pas ne pas me permettre de parler des chiffres français, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, les réseaux communiquent entre eux. Au niveau national, on a 14,3 TWh de capacité installée. Aujourd'hui, ce qui correspond à l'équivalent de 3,6 millions de logements, de consommation de chauffage de 3,6 millions de logements. Alors aujourd'hui, le gaz vert, c'est du biométhane qu'on produit à partir de la méthanisation essentiellement agricole, des déchets agricoles. Il y a un petit peu, je vois que Christophe Rouveau du CIGF est arrivé, il y a un petit peu maintenant de méthanisation à partir de déchets, de biodéchets des ménages ou des restaurants, etc. Il y en a un tout petit peu en Île-de-France, il y a aussi un petit peu de méthanisation équine, enfin, voilà, donc ça, est-ce que ça peut encore progresser la méthanisation en Île-de-France? Ça continue à progresser. On a 2 inaugurations qui ont lieu le mois prochain. On a une mise en service dans le sud de la Seine-et-Marne fin juin également. Et je ne peux pas ne pas citer le fait qu'on ait signé fin avril le contrat de raccordement de la future
unité de méthanisation de Gennevilliers, porté par le CIGIF et le SICTOM, le contrat de raccordement ayant été signé, nous, en direct avec Paprec, comme exploitant. Donc oui, ça se poursuit, et nos ambitions, c'est d'atteindre 20% de la consommation, de couvrir 20% de la consommation de gaz en gaz vert d'ici 2030. Et alors en 2050, est-ce que ça suffira, la méthanisation? Est-ce qu'il faudra produire du gaz vert à partir d'autres sources? Alors, oui, à partir d'autres sources, mais ça suffira. Pourquoi je vous dis que ça suffira? Parce qu'en fait, on a différents scénarios prospectifs qui permettent d'estimer à 320 TWh la capacité de production de gaz vert, tout type de production possible. Donc en gros, c'est 135 TWh de méthanisation, 90 TWh de pyrogazéification et 50 TWh de gazéification hydrothermale et 50 TWh de power du méthane. Ça, c'est pour la France. Ouais. Donc, pour la France. Donc, du coup, en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'on est capable, les gisements permettent de produire 320 permettraient de produire 320 TWh. Et en fait, les scénarios de consommation à horizon 2050 sont divers, parce que c'est difficile de lire dans le marc de café, mais globalement, entre les différents scénarios ADEME, pour ne parler que d'eux, ils évoluent entre 150 TWh et alors le scénario max, qui est le scénario 4 de transition 2050, 412 TWh de gaz. Moi-même, je n'y crois pas. Je crois qu'il n'y a pas grand monde qui y croit, puisqu'on est déjà en dessous. D'accord. Donc en fait, la capacité de production permettra de couvrir la consommation, ce qui nous permet de dire que d'ici 2050, on sera à 100% de gaz vert. Donc la capacité permettra, pour autant, toutes les technologies ne sont pas encore développées, ne sont pas encore forcément matures. Alors elles ne sont pas encore industrialisées. Il y en a qui sont techniquement faisables. Donc je parle de la pyrogazéification et de la gazéification hydrothermale. Alors vous pouvez nous dire quel type de déchets sont concernés pour ces deux types de... Alors, plutôt sur la pyrogazéification des CSR et du bois type bois B. Alors les CSR, c'est des combustibles solides de récupération. Et pour la gazéification hydrothermale, on est sur des produits plus liquides, donc type boue de station d'épuration. Déchets liquides des industries agroalimentaires. Alors, qu'est-ce qui manque pour développer ces filières? Continuer à les soutenir, continuer à donner de la visibilité, comme ça a été déjà dit précédemment. Je vais vous donner un exemple. On s'en est réjoui, eu un décret qui permet de donner des certificats de production de biométhane qui est passé donc là récemment, mais sur un horizon de 3 ans. En fait, la filière elle a besoin de plus de visibilité, donc on aura besoin d'avoir des visibilités sur le plus long terme. Et puis, typiquement, pour la pyrogazéification, il nous faut un cadre tarifaire et réglementaire qui nous permet d'injecter et de définir le prix d'injection, ce qui aujourd'hui n'est pas encore communiqué, qui n'est pas encore le cas. Ouais. C'est-à-dire que si aujourd'hui on faisait de la pyrogazéification, on ne pourrait pas l'injecter sur le réseau. C'est ça. D'accord. Donc c'est pyrogazéification. C'est un peu comme de la pyrolyse en fait. On chauffe très fort et ça carbonise les déchets et ça produit du gaz qu'on récupère, qu'on épure et qu'on peut injecter. Merci Cécile. Alors Blandine Anfritz, vous êtes donc responsable du département environnement énergie à Aéroport de Paris. Donc vous n'êtes absolument pas producteur d'énergie, de carburant
d'énergicides, de carburant durable, non. De carburant durable, non. En revanche, c'est quelque chose qui est vraiment important pour vous et plus précisément pour les compagnies qui sont vos clientes et auxquelles vous devez vous préparer. Donc, comment vous vous préparez à la transition écologique que doit connaître le secteur de l'aviation? Qu'est-ce que vous faites concrètement et à quel type de carburant vous croyez? Alors, le premier point, c'est celui qu'a évoqué Cécile. Aujourd'hui, quand vous prenez un avion en France ou à Paris et en Europe, à l'intérieur de l'avion, dans les réservoirs, il y a au moins 2% de carburant durable. Ça, c'est parce que c'est la législation qui l'impose. L'Europe l'impose depuis 2025 pour toutes les compagnies qui opèrent au départ de l'Europe. Et ce mandat, c'est un mandat, en fait, il va aller croissant jusqu'en 2050 et au-delà, évidemment. La chance que l'on a avec les carburants d'aviation durable, c'est qu'en fait, techniquement, ce sont des carburants complètement miscibles. C'est-à-dire que si vous prenez aujourd'hui une fiole de kérosène et une fiole de carburant d'aviation durable, vous ne faites absolument pas la différence. Tout peut être mélangé dans les moteurs avions, tout peut être mélangé dans les dépôts carburants et dans les pipelines qui circulent. Et ça, c'est la force, en fait, du carburant d'aviation durable. C'est qu'il ne demande, entre guillemets, je mets des gros guillemets, mais que des investissements sur l'amont de la chaîne de valeur. Il ne demande des investissements que dans la collecte des intrants, la collecte des biodéchets et dans les technologies de production et dans les raffineries. Mais il ne demande pas d'investissements complémentaires dans les modes de transport, d'acheminement du carburant, ni dans les avions, ni dans les aéroports, ni dans les dépôts. Et ça, c'est vraiment la grande force du carburant d'aviation durable. Et aujourd'hui, donc ces carburants, ils sont acheminés sur les plateformes aéroportuaires par pipe, en fait. Alors, oui, alors je parle au niveau de la région francilienne. La chance que l'on a à Paris, et ça on ne peut que remercier nos pères qui ne sont plus là aujourd'hui, mais en fait à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en fait toute l'Île-de-France a été structurée, le réseau de transport de carburant d'Île-de-France a été structuré pour être en fait directement connecté avec la vallée de la Normandie, en fait l'axe Seine. Et en fait aujourd'hui on a des pipelines qui circulent, ça s'appelle le Trapil. C'est le Trapil, TRAPIL. En fait, c'est un réseau qui achemine directement le carburant entre les productions qui sont en vallée de Seine et l'Île-de-France. Et dans ce gros réseau circulent également les batchs, donc les lots de carburant d'aviation qui sont ensuite stockés physiquement à Charles de Gaulle, donc à Roissy et à Orly. Et la particularité de Roissy et d'Orly, c'est qu'ensuite ce carburant est distribué aux avions également par pipeline, par un tuyau donc qui circule sous le tarmac avion. En fait, quand vous prenez l'avion à Paris, je viens à Paris, vous voyez des petits camions en fait qui avitaillent, qui mettent le carburant dans l'aile des avions. En fait, ce ne sont pas des camions citernes, ce sont des camions en fait qui sont également connectés au tarmac et qui en fait sont des détendeurs. Donc ils font juste un ajustement de pression entre le carburant qui circule sous les pieds et le réservoir avion. Donc en fait les carburants, les biocarburants, les e-carburants, etc. Pour vous, vous êtes totalement c'est neutre pour vous. Alors non, on n'est pas neutre. Technologiquement, on est neutre. Techniquement, on est neutre. Mais on estime qu'en tant qu'acteur du transport aérien, on n'a pas le droit de rester les bras croisés en se disant l'effort est à faire par les autres et à supporter finalement. Le coût est à supporter par les compagnies. Et puis le coût d'investissement est à supporter par les industriels. En fait, c'est pas du tout la position d'Aéroports de Paris. On estime qu'en tant qu'aménageur du territoire, en tant que lien entre tous ces acteurs, on a notre effort à faire. Et en fait, notre effort, on le porte en fait. Aujourd'hui, on investit. En fait, on investit dans des usines de production de carburant d'aviation durable, parce qu'en fait, il faut donner confiance au secteur, il faut donner confiance aux industriels pour leur dire, écoutez, voilà, aujourd'hui, la réglementation porte sur vous, metteurs à la consommation, porte sur vous, pétroliers. Mais voilà, on travaille bien main dans la main, et le rôle des aéroports, le rôle des compagnies, c'est de leur donner confiance en achetant, en investissant. Donc, nous, on a eu 2 gros projets d'investissement.
Le premier, on a investi 20 millions de dollars, donc 18 millions d'euros, dans une usine de LanzaJet, qui est un producteur de SAF, mais par la voie alcool to jet. Donc c'est quand même une voie, c'est pas la voie avec de recyclage des huiles et de production de SAF avec les huiles. C'est la voie d'après. Donc en LanzaJet aujourd'hui, sa première usine, elle est aux États-Unis, en Géorgie. Et le deuxième projet qu'on a supporté, on a investi également une somme conséquente dans un fonds d'investissement. Alors, pareil, aux États-Unis, vous allez me demander pourquoi aux US et pas en Europe. Continuez d'abord sur votre fonds et je vous poserai la question après. Alors, la raison pour laquelle on a investi cet argent, c'est qu'en fait, il faut, les producteurs n'ont pas, comme tout, ont besoin font des levées de fonds, ont besoin d'investissement, et c'est pour ça qu'on investit en fait. Pour ça, et aussi également pour après pouvoir bénéficier potentiellement de droits d'off-take, de droits de soutirage du carburant pour le mettre à disposition de nos compagnies clientes. Est-ce que ça serait envisageable pour vous d'investir sur des usines qui sont en train de se construire justement en France, puisque si j'ai bien compris ce qu'a dit Cécile Barrère-Tricas, c'est qu'il y a eu récemment des projets qui ont été soutenus par l'État, dont 2 avec des technologies développées par l'IFPEN, si je ne me trompe. Et est-ce que c'est envisageable pour vous de mettre aussi la main au pot sur ces projets français? Alors oui, la raison pour laquelle on a investi aux États-Unis pour l'instant, c'est que c'était 2 projets les 2 projets dans lesquels on a investi, c'est que c'était 2 projets matures au moment où on a fait le choix de commencer à investir, matures. Suffisamment mature en levée de fonds, en tout cas, au moment où on a commencé de décider à investir. Parmi les projets dont parlait Cécile, qui ont été effectivement soutenus par le ministère des Transports fin avril, parmi les 4 projets qui ont été lauréats, Aéroport de Paris était soutien, pas financier encore, mais soutien de 3 des projets. Et aujourd'hui, on est en discussion avec certains, justement, qui vont se positionner maintenant, qui vont rentrer dans une phase de levée de fonds significative. Et là, on échange effectivement avec eux pour voir à quelle hauteur on peut contribuer à l'aventure. Donc 3 des 4 projets, étant donné que l'IFPEN est sur 2 des 4 projets, il y en a forcément au moins un qui est commun en fait. Au moins 2, je crois. Ah d'accord. Donc c'est une bonne nouvelle. Alors vous me disiez aussi que ça c'est dans un premier temps. En 2050, tous les carburants qui arriveront pour les avions à Roissy et à Orly, ils seront miscibles, c'est-à-dire qu'ils pourront être transportés par les mêmes pipelines avec le kérosène actuel. Et vous me disiez que après on n'est pas si sûr. En fait, on réfléchit à d'autres voies. Alors peut-être Cécile Barrère-Tricas, vous pourrez nous en parler aussi, mais commencez Blandine, puisque c'est vous qui avez évoqué le sujet. Alors oui, en fait aujourd'hui je dis que c'est miscible, je vais rentrer dans des informations un peu techniques, mais aujourd'hui on a la garantie que le carburant est miscible jusqu'à un mandat d'incorporation de 50%. Donc en fait le carburant, quand on a 50% de SAF, de pur, mélangé avec 50% de kérosène, là on est certain qu'il est complètement miscible. Quand on va passer cette barre de 50%, ce taux de 50%, en fait, il va falloir qu'on rajoute des éléments, des aromatiques, qui sont un des composants du carburant, à l'intérieur du carburant, qui pourraient potentiellement le rendre non miscible. Et encore que les avionneurs, les constructeurs avions travaillent beaucoup, en fait, pour regarder comment les moteurs se comportent avec un blend, donc un mélange de carburant qui dépasse le 50%. Et les essais sur banc d'essai sont quand même plutôt rassurants. Donc voilà, on a confiance. Non, j'ai pas grand-chose à ajouter. Effectivement, on est assez confiants, nous, à IFP Énergie Nouvelle, qu'on va être capable d'aller bien au-delà de ces 50%, moyennant quelques petits ajustements, effectivement, notamment des aromatiques qui ont un autre rôle dans le carburant. Mais globalement, on pourra aller plus loin. Après, c'est une question de normes, de standards qui doivent être adaptés pour aller au-delà de ces 50%. Mais au niveau technologique, il n'y a pas de verrou pour aller plus loin. D'accord. Vous, chez GRDF, le gaz, il va pas rentrer dans la composition de ces carburants d'aviation, rassure-moi. Non. Non. Par contre, le gaz, il sert au transport, mais oui. au transport terrestre. Mais il vous sert aussi. Oui, voilà, il vous sert aussi oui.
Ah oui, je confirme. Aujourd'hui, une partie de nos aéroports est chauffée grâce au gaz. Alors, une partie qui tend à être réduite. Désolé, c'est pas bon pour votre business. Aujourd'hui, à peu près entre 30 et 40% de la chaleur qui est consommée à Orly et à Roissy vient de l'utilisation, de la combustion de gaz dans des chaudières. Pour les 60 à 70 autres %, c'est grâce à des actifs de production de chaleur décarbonée que l'on a sur nos plateformes. À Roissy, on a 2 chaudières biomasse. Et à Orly, on a une géothermie profonde, et on est aussi connecté aux mines de Rungis. On récupère une partie de la chaleur fatale du mine de Rungis. Et au Bourget, on est connecté. C'est pas encore mis en service opérationnellement, mais on est connecté au réseau de chaleur de la ville de Duny. Donc voilà, on tend quand même à abandonner progressivement le gaz. Néanmoins, il restera toujours un talon de gaz, et en fait ce gaz ne sera plus du gaz mais sera du biogaz, donc c'est une bonne nouvelle quand même pour vous. Et à Orly, on achète déjà, le résidu de consommation de gaz que l'on a est déjà acheté et converti en biogaz. Et alors les véhicules de l'aéroport, donc eux en 2050 ils circuleront à quoi? Alors tous les véhicules classiques, j'ai envie de dire les véhicules utilitaires légers, très bons clients à l'électrification, il n'y a pas de raison qu'on fasse autrement. Pour une grande partie également des engins de piste, pareil, très bons clients à l'électrification, donc ils seront électrifiés. Aujourd'hui, parmi tous les engins de piste que l'on a, que vous voyez circuler, il y a déjà 50% des véhicules qui sont convertis à l'électrique, ce qui n'est pas neutre parce que, comme le rappelait Enedis tout à l'heure, c'est pas qu'une question d'achat de l'engin, c'est une question d'installation de bornes électriques, et puis derrière de renforcement des boucles électriques du réseau, voilà, donc pour être certain d'avoir un équilibre de bout en bout de la chaîne. Pour les véhicules qui ne seraient pas de bons clients électriques, les raisons pour lesquelles ils ne seraient pas de bons clients électriques, ce sont des véhicules très lourds, ou alors qui nécessitent des appels de puissance instantanée très forts. Je donne un exemple, les plateformes élévatrices, ce qu'on appelle les loaders fret, les plateformes élévatrices qui chargent le fret dans les avions. Ou alors certains types de tracteurs avions très gros porteurs qui à un moment ont des besoins d'appels de puissance instantanée forts pour pouvoir bouger initialement l'avion. Cela, l'électrique, c'est pas la meilleure option. Donc on est plutôt en train de réfléchir à des conversions en hydrogène pour ces types d'engins particuliers. Alors je vous attendais justement sur l'hydrogène parce que l'hydrogène, on parle de carburant durable et on n'a pas évoqué l'hydrogène, et pourtant l'hydrogène sera important, soit directement pour certains véhicules, soit indirectement puisqu'il en faudra pour faire ces fameux rangs carburants, ces e-carburants, ce e-kérosène, et donc comment est-ce que vous voyez l'équation de l'hydrogène pour les années à venir, parce qu'il tarde à percer quand même. Oui, l'hydrogène, il tarde à arriver, et puis ça coûte cher aussi, de produire de l'hydrogène bas carbone par électrolyse. Donc aujourd'hui, la priorité pour l'hydrogène, ça va être la décarbonation de l'industrie. C'est déjà un premier point. Et puis après, effectivement, peut-être la décarbonation des transports qui ne pourront pas être électrifiés. Donc c'est plutôt ces voies-là qui sont envisagées. Donc les transports longue distance, des choses de ce type. Puis et les électrocarburants évidemment, qui peuvent être très pertinents. Mais pour le coup, pour tout ce qui est mobilité plutôt urbaine, périurbaine. L'hydrogène aujourd'hui n'est pas la meilleure solution. Les véhicules électriques purement électriques sont la meilleure solution. Ouais. En tout cas, il y a un vrai enjeu de coût de l'hydrogène et de déploiement de cet hydrogène bas carbone. Clairement, aujourd'hui, c'est en retard par rapport à ce qui était envisagé il y a ne serait-ce quelques années. Mais est-ce qu'on pourrait envisager d'avoir des électrolyseurs près d'une plateforme aéroportuaire pour produire ces fameux e-carburants ? Alors, pour produire ces e-carburants, je ne sais pas, parce que, en fait, effectivement, pour produire des e-carburants, donc, comme l'a expliqué Cécile, il vous faut du CO2, il vous faut de l'hydrogène, donc. Mais quand bien même, une fois que vous avez le procédé et qu'il vous fabrique ce qu'on va appeler ce NIT, donc ce carburant, qui n'est pas du carburant, en fait,
ce pré-carburant avion pur, en fait, derrière, il faut le raffiner. Donc, aller produire ce carburant brut sur l'aéroport, pour ensuite le transporter vers des raffineries, pour ensuite le ramener sur l'aéroport, c'est peut-être pas le meilleur plan, sauf à avoir des micro-raffineries sur les aéroports. Bon, après, reste la question de l'équilibre économique d'une micro-raffinerie. Donc non, c'est pas forcément le chemin que l'on prend. En revanche, il pourrait y avoir des usines de stockage d'hydrogène, voire de production d'hydrogène sur les aéroports pour répondre à un besoin aéronautique, puisqu'en fait aujourd'hui on a des constructeurs avions qui prévoient d'avoir des modules, des avions qui volent à l'hydrogène. Alors on pense à Airbus qui avait fait ses annonces zéro émission, qui a retardé son programme. Mais programme retardé ne dit pas programme abandonné. Hein. Donc on travaille, on est toujours sur le sujet. Nous, que ce soit pour Orly ou pour Charles de Gaulle, on a des réservations foncières aujourd'hui qui sont inscrites dans nos plans de développement de l'ordre de 20 hectares sur chaque aéroport pour permettre d'installer ces entités de stockage et de distribution d'hydrogène vers les avions. Et après, on a d'autres constructeurs moins connus, Beyond Aero, Zero Avia, Aura Aero, qui, eux, prévoient de mettre en service des avions, alors des beaucoup plus petits modules, à l'horizon 2030, pour voler à l'hydrogène. Donc l'hydrogène, en fait, serait utilisé non pas comme combustion directe, mais en fait alimenterait des piles à combustible qui fourniraient de l'électricité pour des hélices qui feraient avancer les avions. D'accord. Alors, je ne sais pas si est-ce qu'il y a quelques questions dans la salle sur ces. Par rapport à l'hydrogène, je vous renvoie à la publication de la stratégie nationale d'hydrogène révision, qui est récente, mais qui montre effectivement une révision vers des ambitions moins importantes sur les mobilités. Je vois que vous êtes revenu, Laurent. Est-ce que vous allez en produire? D'accord. Je vois que vous êtes revenu, Laurent. Est-ce que vous allez en produire, vous, des carburants d'aviation en Île-de-France? Oui, effectivement. Donc, toujours Laurent Tricot, toujours Total Energy. Et là, on revient sur nos anciens métiers, mais que l'on transforme avec les biocarburants sur l'ancienne raffinerie de Grand Puy, donc qui devient notre plateforme zéro pétrole. L'objectif est de sortir à partir de 2026 jusqu'à 230 000 tonnes par an, justement, de carburant à aviation durable. Alors, la norme européenne, pour l'instant, exige d'ailleurs que les carburants d'aviation durable pour l'aviation soient faits non pas à partir d'huile végétale, mais à partir de graisse animale ou d'huile ou huile usagée, et avec des enjeux en ce moment sur les cultures intermédiaires qui pourraient être aussi un gros apport, y compris d'ailleurs pour la méthanisation. Donc oui, il y aura pas en tout cas sur l'Île-de-France pour le coup, et alors évidemment Total Energy est loin d'être le seul fournisseur de toutes les compagnies qui passent sur les deux aéroports de Paris. Mais en revanche, il y aura une très très grosse capacité de production de carburant d'aviation durable qui fait que, et d'ailleurs c'est sur la France entière, il n'y a pas de souci et d'enjeu sur le carburant d'aviation durable à horizon 2030-2035. Après, ça augmentera plus, mais si on prend... la MED dont vous avez parlé, et Grand Puy et d'autres installations, il y aura en France ce qu'il faut aujourd'hui, plus d'autres projets qui ne sont pas totalement. Il y aura en France tout ce qu'il faut pour la décarbonation à court terme, en tout cas de l'aviation. Et de manière... Et de manière non linéaire. L'augmentation est plutôt exponentielle. Donc c'est pour ça qu'il faut, il faut pas tarder à investir dès aujourd'hui dans les usines de production si on veut être au rendez-vous de 2035-2040. C'est une très bonne remarque. On aurait adoré que les progressions soient plus linéaires pour que justement on adapte la production de manière linéaire à la consommation. On a un peu peur sur les gros à-coups. Des amendes qui sont prévues et qui sont quand même assez... les réglementations européennes ne sont pas respectées, des amendes qui sont prévues et qui sont quand même assez dissuasives. Justement, est-ce que vous pourriez dire, à la fois pour ce qui est du gaz vert et ce qui est des carburants alternatifs, quelles seront leurs parts dans le mix énergétique français en 2050? Est-ce que vous avez des projections en matière de gaz? Alors vous avez dit, selon les scénarios, ça dépend, mais ça représenterait combien par rapport à aujourd'hui? Non, mais en proportion de la consommation. Par rapport à aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le gaz, on est à 400 TWh français. Non, mais en proportion de la consommation française. Entre la PPE et la SND. Ouais, c'est. Entre.
Ouais, c'est... Alors en Ile-de-France, c'est 35% de la consommation, le gaz naturel aujourd'hui. Ah oui, de la consommation, voilà. Oui, mais la consommation de l'énergie au total. Ouais. Ah, j'ai posé la question piège. Je sais pas. Faut que je calcule. Je me permets de répondre. Il y a Thomas Emerlinger de l'Agence régionale du climat qui a une réponse. En statistique de l'énergie et des gaz à effet de serre en Ile-de-France. Effectivement, le gaz naturel, c'est 35% du mix énergie en énergie finale. Après, c'est bien évidemment des questions de quelle consommation énergétique on va avoir à terme. Après, évidemment des questions de quelle consommation énergétique on va avoir à terme. Bien sûr. Parce que là, il y a quand même des grosses inconnues. Il y a des questions d'effet prix, il y a des questions de sobriété, d'efficacité énergétique, d'augmentation de consommation électrique. On le voit avec les data centers, en tout cas pour l'Île-de-France. C'est assez énorme. Quasiment on doublerait la consommation électrique. Donc après, c'est des parts relatives. Et alors, à dire la part du gaz, après, c'est des logiques effectivement de programmation, de la RE 2020 dans le bâtiment, quand même, le gaz est éjecté. Enfin, il faut aussi le dire. Il y a le gaz à 100%. Il n'est pas éjecté quand on est sur des packs hybrides. Tout à fait. Mais de base, il y a quand même un mouvement où on sort du gaz fossile. Je dis bien gaz fossile parce qu'après, il y a aussi l'émergence, la montée en puissance du biogaz et d'autres technologies que Madame a parlé, la pyrogasification, la gasification hydrothermale et peut-être à terme la méthanation, mais qui dépend aussi de la brique hydrogène. On en revient souvent à cette brique technologique qui tarde à pousser. Donc effectivement, après, c'est des logiques de quelle énergie on met. Les réseaux de chaleur, par exemple, en Ile-de-France, on va en parler juste après. Oui. Une grosse part de gaz là-dedans. Dans les véhicules d'Île-de-France Mobilité, beaucoup de véhicules au biogaz, gaz-biogaz. Dans le chauffage du tertiaire, etc., le chauffage industriel aussi. Donc tout ça, ça dépend évidemment des stratégies de décarbonation des acteurs, vers quoi ils vont et qu'est-ce qu'on met en avant dès maintenant. Merci. Et alors pour les carburants alternatifs, la part qu'ils pourraient avoir dans le mix énergétique, vous le savez? Pour les carburants d'aviation durable? Enfin non, mais la part. Enfin aujourd'hui les carburants, c'est. Alors, en 2050, selon les scénarios, aujourd'hui la réglementation vous dit que en 2050, 70% du carburant qui sera embarqué dans les avions qui voleront avec du kérosène sera du SAF. Bon, c'est 70% dans la réglementation, jusqu'à 85% quand vous regardez la feuille de route de décarbonation de l'aérien en France. Donc l'ordre de grandeur est celui-là. Mais néanmoins, quand on regarde la trajectoire de décarbonation du transport aérien, tout ne repose pas sur les carburants d'aviation durable. Je rebondis sur ce que a dit Thomas et c'est très important. Un quart de l'effort de décarbonation du transport aérien entre maintenant et 2050 ne repose en rien sur des carburants. Ça repose sur l'amélioration de l'efficacité des moteurs avions. Donc en fait, en moyenne en France, en Boeing c'est pareil, mais les avionneurs, les motoristes font des gains de 1% par an à peu près de consommation sur les moteurs. Donc vous voyez à quel point c'est important aussi pour le transport aérien d'avoir la capacité à renouveler ses avions, à renouveler ses flottes. Parce qu'à peu près un quart de l'effort, donc sera un quart de la réussite de la décarbonation sera lié à l'efficacité des moteurs, l'optimisation des opérations, donc c'est-à-dire voler, avoir des trajectoires plus directes, moins de changements de niveau de vol, des opérations au sol plus directes, décarbonées, et également l'effet prix, l'effet prix et le juste usage de l'aérien, c'est-à-dire privilégier aussi des moyens de transport décarbonés, l'intermodalité, le rail, quand l'aérien n'est pas nécessaire. Donc un quart de l'effort, c'est ça. Ensuite, 60% de l'effort, 60% de l'effort, ce seront les carburants d'aviation durable. Le reste, l'hydrogène. Et 10%, sur une trajectoire, là on atteint à peu près le 90%, et il restera en fait après 10%. Qui sont un talon, et ce talon-là, malheureusement, je crois qu'on n'arrivera pas complètement à l'abattre. Donc en fait, le CO2 qui sera émis, en fait, il y aura des mesures de captation du carbone pour réussir à neutraliser complètement les émissions. Très bien. Écoutez, je vous remercie toutes les trois. Merci beaucoup.